J'en doute. Chers amis, chère Marie-France, maire de Portès, je vois aussi Dominique Clavier, maire de Pujols-Cesseron, et Élise Oza, qui est le maire de Budos, ainsi que Daniel Dubourg, maire d'Arbanats. Merci à vous tous d'être venus pour que nous parlions un petit peu des élections. En tout premier lieu, je voudrais remercier le maître de ces lieux, Dominique Faubé, de nous accueillir et de nous recevoir, et surtout le remercier parce qu'il a accepté d'être mon suppléant pour l'élection législative. Je peux enlever le micro là, parce que je vais être plus à l'aise comme ça. Voilà, comme ça tout le monde voit. Donc, je suis très heureux qu'il ait accepté de me rejoindre et d'être mon suppléant. Nous nous sommes rencontrés grâce à Élise Oza, avec Dominique Clavier et puis Daniel Dubourg dans une réunion. Et puis, très vite, nous nous sommes aperçus que nous partagions beaucoup de valeurs communes, notamment sur la valeur travail dont on a parlé, sur la valeur de la famille, sur la valeur de l'éducation. Et puis, j'avais fixé aussi un cahier des charges pour avoir un suppléant ou une suppléante. Et le cahier des charges que j'avais fixé, c'était d'avoir, si possible, quelqu'un avec moi qui soit non encarté et qui n'appartienne pas à l'UMP, de manière à montrer qu'on pouvait être ouvert tout en étant unis et rassemblés. Et Dominique, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté. Parce que on n'a pas besoin d'être encarté, on n'a pas besoin d'avoir une carte d'un parti politique pour avoir envie d'agir. On n'a pas besoin d'une carte d'un parti politique pour être capable aussi d'afficher ses convictions. Et je puis vous dire, et Michel en est témoin, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps, Michel en est témoin, il m'a dit c'est très important de s'afficher avec ses convictions, parce que de toute façon, autour de nous, nul n'est dupe. Et ce qu'aiment les gens, par excellence, c'est qu'on leur dise quelle est notre position, et ils aiment aussi pouvoir débattre et se faire leurs propres opinions. On gagne toujours à dire la vérité, on gagne toujours à être clair. Et on ne peut pas être clair avec les autres si on n'est pas capable d'être clair avec soi-même. Et donc, je remercie Dominique d'avoir affirmé son soutien à Nicolas Sarkozy et puis d'avoir accepté de venir avec moi. Merci Dominique, on va faire une bonne campagne, on va faire un bon. Un mot sur les élections nationales. D'abord, une première chose, c'est qu'il y a eu très peu d'abstention. On nous avait annoncé une abstention record, on nous a dit la politique n'intéresse plus. Ben non, la politique intéresse et passionne toujours autant les Français. On nous avait annoncé aussi un raz-de-marée de François Hollande. Force est de constater que moi je n'ai pas vu, en me baladant dans les rues, je n'ai pas vu de grandes manifestations socialistes et non socialistes, que ce soit dans les villes, on ne nous a pas montré, parce que je pense que les journalistes ne l'auraient pas raté, s'il y avait eu des grandes effusions de joie, des grands mouvements populaires, des socialistes, que ce soit à Paris, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos villes. Donc ils ne se sentent pas si rassurés que ça pour affronter Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Parce que sinon, ils se seraient certainement vautrés dans un certain nombre d'effusions de joie. Je constate aussi qu'on est au deuxième tour, parce que, rappelez-vous ce qu'on nous avait dit il y a quelques mois. Il y a 3 ou 4 mois, on nous a dit, Nicolas Sarkozy, il ne sera même pas au deuxième tour. Il sera le 3e homme. Et donc, si on avait écouté ce qu'on nous a dit, bien, finalement, on n'aurait peut-être même pas présenté le candidat à l'élection présidentielle, et Nicolas Sarkozy ne se serait pas présenté à l'élection présidentielle. Le score qu'il fait est honorable, parce que, je ne sais pas si vous avez suivi toute la soirée électorale sur les chaînes de télé, petit à petit, l'écart se resserrait, et ça ne changeait pas sur les écrans télé. Alors, il l'annonçait de temps en temps, mais on voyait que c'était poussif. À mon avis, il devait avoir un gros souci technique.
Ils ont eu beaucoup de mal à changer, et on a appris finalement, même pas dans la soirée, mais le lendemain, dans la presse et dans les journaux, qu'il n'y avait que 1,3 point d'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce qui fait que, je vous le dis, rien n'est absolument perdu. Tout est jouable et je suis convaincu que c'est gagnable grâce à vous, d'abord, et puis grâce aux gens qui ont exprimé aussi, à travers cette élection, une certaine souffrance. Parce que, on le constate sur notre circonscription, on l'a constaté aussi en France d'une manière générale, il y a eu un effondrement de l'électorat centriste de François Bayrou. Sur la circonscription ici, on a fait les calculs avec Henri, mon directeur de campagne, il a perdu 50% des voix, il est passé en dessous de 9. Parallèlement, le front de gauche a progressé, toutes les gauches, toutes les extrêmes gauches sont passées au même rang que le Front National. Ils sont aux alentours de 15, et donc le Front National, en termes de voix, sur notre circonscription, ça fait à peu près 110 000 personnes, le Front National gagne 5 500 et quelques voix, et le Front de gauche, l'ensemble des gauches, ils étaient partis plus bas, gagne 7 700 voix. Nous, on perd sur la circonscription à peu près entre 1500 et 1600 voix. Mais François Hollande, il en gagne à peine 2000. Donc, encore une fois, on voit bien que même s'il est arrivé en tête dimanche soir dernier, il n'y a pas d'adhésion à son projet véritable. Voilà. Alors, le vote extrémiste, le vote extrême droite ou extrême gauche, il faut quand même s'interroger. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même, si j'additionne l'ensemble des deux votes, ça fait quand même 30%. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur 3 qui a exprimé une souffrance, qui a exprimé des difficultés que nous avons peut-être comprises, que nous avons peut-être exprimées, mais je crois que nous n'avons pas peut-être apporté les véritables solutions que les gens attendent, et que nous n'avons pas apporté, je vous le dis, suffisamment d'enthousiasme dans ce que nous voulons défendre. C'est la raison pour laquelle il est important d'ouvrir, il est important d'avoir des convictions, il est important de les dire, parce que c'est comme ça qu'on convaincra les électeurs qui ont dit leurs difficultés et qui ne se sont pas reconnus dans ce qu'on avait dit initialement. Parce que, si on regarde bien, quand on est en période de crise, la tentation de chacun, quand on vit une crise familiale, quand on vit une crise personnelle, quand on vit une crise au travail, qu'on perd son emploi, qu'on a des difficultés, la tentation c'est toujours la même, c'est le repli sur soi. On se sent coupé de la société, on ne se sent pas compris, on trouve que ce qui se passe, ce qui nous arrive est profondément injuste. Et donc, ces Français, un Français sur 3, l'ont dit dans les urnes. Je suis convaincu que ces gens-là, on peut effectivement aller les chercher sur un certain nombre de choses et sur un certain nombre de sujets, car nous avons certainement les mêmes préoccupations. Je vais vous en prendre un sujet sur lequel il ne faut pas avoir peur de parler et de dire un certain nombre de choses. C'est le droit de vote aux étrangers. Eh bien, je vous le dis parce que moi, je l'ai dit déjà depuis longtemps. Moi, je suis opposé au droit de vote aux étrangers. Et je vais vous dire pourquoi je suis opposé au droit de vote aux étrangers. Parce que j'estime que pour voter en France, eh bien, il faut être français. Si on a envie... Si on a envie de participer à notre démocratie, c'est qu'on aime la France, c'est qu'on aime notre pays, c'est qu'on aime notre démocratie. On sait qu'on a la possibilité de devenir français. Encore faut-il le désirer, encore faut-il faire la démarche. Et je peux vous dire qu'en tant qu'élu, j'ai eu l'occasion de représenter Alain Juppé à la préfecture et de remettre le papier qui certifiait que les gens prenaient la nationalité française. Ce sont des cérémonies très émouvantes. Et toutes les personnes qui s'expriment pour dire qu'ils sont heureux d'être français disent d'abord que ça a été une démarche volontaire, que ça a été en eux quelque chose qui a vraiment été mûri et qu'ils ont vraiment choisi la France. Ils l'ont choisi pour des valeurs. Ces valeurs que nous défendons tous, dont Jean-Pierre et Dominique et Michel,
vous ont rappelé leur attachement. Je crois que ça, c'est important de le dire. Alors, que vous dit la gauche sur ce genre de sujet? Alors moi, j'aimerais bien qu'il s'explique, parce que je n'ai pas encore compris ce que François Hollande voulait dire quand il dit « je donnerai le droit de vote aux étrangers ». J'ai cru comprendre qu'il adossait le terme d'imposition. À partir du moment où vous payez vos impôts, eh bien, en France, eh bien, vous avez le droit de vote. Mais alors, ceux qui ne paient pas d'impôts, comment on fait? Et ceux qui, par les hasards de la vie, ne vont plus en payer, comment on fait? Et puis, si nous parle de l'impôt, allons-y. Est-ce que ce sont ceux qui paient un impôt direct, ou est-ce que ce sont ceux qui paient un impôt indirect, ou les deux? Parce que celui qui a des échanges avec la France et qui importe en France, eh bien, il paie quand même un certain nombre de taxes à la France. C'est un impôt direct, alors qu'il n'y met jamais les pieds. Alors lui aussi, on va lui donner le droit de vote? C'est pas cohérent, et à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, je vous le dis et je le réaffirme, je dis non au droit de vote aux étrangers en France. J'ai vu aussi que pour le candidat socialiste, alors qu'on nous proposait 3 débats, il avait effectivement refusé. J'ai entendu plus exactement. Il a refusé. Bon. Là aussi, à un moment donné, il faudra qu'il m'explique qu'il refuse les 3 débats. Parce qu'il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien, ils nous ont suffisamment dit qu'il fallait au moins 3 débats, ils en ont eu 3, pour départager les candidats à la primaire socialiste. Alors sur un petit échantillon très communautariste qui les intéressait, eh bien il fallait effectivement 3 débats. Et là, ça ne serait plus possible d'avoir 3 débats. Moi, je pense que, comme le dit Nicolas Sarkozy, il faut débattre d'un certain nombre de sujets sur les relations internationales de la France, sur l'économie, mais également sur ce qui intéresse les Français, sur les véritables valeurs, parce qu'un combat se gagne sur les valeurs. Il ne faut pas avoir peur de débattre, mais s'il est tout seul à débattre, on ne peut pas débattre tout seul. Donc, je pense que de toute façon, il ne pourra pas, le candidat socialiste, continuer dans une attitude fuyante et qu'il doit absolument débattre avec Nicolas Sarkozy, parce que les Français et les Françaises attendent ce débat sur tous les sujets que nous venons d'évoquer. Ça sera un débat sur quoi? C'est un débat projet contre projet. Le choix que nous allons faire, c'est un choix capital. Nous ne sommes pas au temps de la 4e République, nous ne sommes plus dans les années 80 où on sortait des 30 glorieuses et où on avait des poches pleines et on pouvait s'amuser avec un certain nombre de sujets. La situation, c'est pas celle-là. La situation de la France, la situation de l'Europe et la situation du monde. Il faut bien aborder un certain nombre de sujets. Il faut bien proposer quelque chose. Jean-Pierre vous l'a rappelé tout à l'heure. Il a dit, vous savez bien que les caisses de la France sont vides. Et donc, pendant que François Hollande agite d'un côté la main gauche en disant « je vais faire payer les super riches », bon, les super riches, j'en connais pas énormément en France, et puis pour vous dire, un super riche, s'il est en France, il faut moins de 3 semaines pour quitter la France. Hein. Donc dimanche, déjà, il y en a qui ont quitté la France, parce que j'ai été, il n'y a pas longtemps, en Belgique, et je peux vous dire que les chauffeurs de taxi me disent « on n'arrête pas de voir les Français qui viennent s'installer chez nous, on ne comprend pas pourquoi ». Voilà. Et donc, il ne faut pas longtemps pour quitter la France, et les super riches, il n'y en a pas tant que ça, et quand bien même ils voudraient mettre un impôt à 75% sur les riches, eh bien le recouvrement de cet impôt, c'est-à-dire le travail que ça représenterait par les fonctionnaires, ne couvrirait pas l'impôt qui serait, la somme qui serait effectivement ramassée. Qui plus est, quand il nous dit ça, si on rajoute la CSG, le RDS et l'impôt sur la fortune, c'est 105% de taux d'imposition. Vous voyez bien que c'est pas crédible, ce qui a fait dire à Fabius, alors qu'il venait 3 semaines avant de critiquer le bouclier fiscal, on va créer un super bouclier fiscal, au-delà de 85%, on ne vous prendra plus rien. Après, ça sera que les impôts indirects. Mais sur les impôts directs, on ne vous prendra rien. Donc, pendant qu'il agite ça, qui est amusant, si vous voulez, et qui parle à une certaine partie de la population, mesure symbole, qui ne rapportera rien, de la main droite, il est en train de piquer dans quoi? Dans les poches de qui? Des classes moyennes, des nôtres. Voilà ce qu'il annonce. Quand vous regardez, je vais m'adresser aux artisans, je vais m'adresser aux professions libérales, je vais m'adresser
également à tous les commerçants. Le RSI aujourd'hui, notre régime de sécurité sociale, je vois qu'il y en a qui hochent de la tête parce qu'ils le connaissent, c'est 12% de charge. Il va relever ça de 8 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on passe de 12 points à 40, de 12% à 42%. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que nos employés, que nous avons autour de nous, eh bien on sera contraint de les licencier. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Parce que nous ne pourrons plus payer. Donc vous voyez que ce genre de mesures, ce sont des mesures qui ne sont pas possibles. Qu'est-ce qu'il dit également aux gens qui travaillent et qui veulent travailler? Il dit, je vais supprimer les heures supplémentaires. Est-ce que vous savez, les heures supplémentaires, parce qu'il faut le rappeler, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy et le gouvernement, est-ce que vous savez, les heures supplémentaires, ce que ça a apporté à des gens de classe moyenne qui gagnent des salaires, de petits salaires, entre 1200 et 1300 euros? Eh bien, c'était un 13e mois. 13e mois défiscalisé, sans payer d'impôts dessus. Donc, ça, il veut le supprimer. Tout comme il veut supprimer ou modifier le quotient familial. Il veut s'attaquer directement aux familles. Moi, j'ai calculé que le quotient familial, s'il y touche derrière, eh bien, et qu'il le supprime, c'est 1 000 € par an, par famille, en moins. Eh bien ça va peser aussi sur les classes moyennes. Et au niveau économie, il nous propose rien. Nicolas Sarkozy, dans son projet, est très clair. Il y a 2 axes. Il y a 2 axes. Et quelque part, ce sont des axes de bon sens. Ce ne sont pas des axes ni de droite ni de gauche, mais ils sont dictés par la situation actuelle. Et vous savez, je l'ai dit souvent, la crise inouïe que nous avons vécue, que ce soit en 2008, en 2009 ou en 2010. Eh bien, il propose, d'une part, de réduire la dépense publique. Et la dépense publique, c'est quelque chose qui est essentiel, bien évidemment, à condition que ça se concentre vers l'investissement. Et d'ailleurs, l'investissement est important, notamment pour avoir un véritable État stratège. Quand Nicolas Sarkozy a demandé à Michel Rocard et Alain Juppé de présenter un grand emprunt de 35 milliards d'euros, c'était un emprunt qui a été destiné à la réindustrialisation de la France et au développement des pôles d'excellence. Ce sont des investissements de l'État qui s'adressent directement à la création de valeur et à la création de richesse. Et ce sont ces dépenses-là qu'il faut faire et ne plus cumuler des dépenses budgétaires dont nous n'avons plus les moyens, tout simplement. On l'a bien vu, notamment dans ce que nous a dit Jean-Pierre, au niveau des collectivités territoriales. Et puis, à côté de la réduction de la dépense publique que nous aurons à faire, eh bien, il est évident qu'il faudra encourager la compétitivité de nos entreprises. Encourager la compétitivité de nos entreprises, ça veut dire favoriser la création de richesses, favoriser l'innovation, permettre aux gens de travailler davantage, mais également alléger le coût du travail. Et alléger le coût du travail, c'est tout le sens de l'augmentation de 1,6 de la TVA. Pourquoi cette TVA sociale est-elle importante? Est-il juste que ce soit le travail alors que la protection sociale est quelque chose d'universel, c'est-à-dire qui s'adresse non seulement à ceux qui travaillent, mais aussi à ceux qui ne travaillent pas? Est-ce juste que les charges sociales paient pour tout ça? Eh bien non, je pense que la TVA sociale est quelque chose qui peut permettre, est un impôt qui peut permettre d'alléger le coût du travail. Et puis la TVA sociale, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'on va payer une fois et une fois seulement que le produit est terminé. Je sais qu'il y a des viticulteurs dans la salle, mais vous êtes imposés sur les stocks, alors que vous n'avez pas vendu encore. Vous payez déjà des impôts. Moi, je trouve qu'il est plus juste de payer au moment où on a vendu. Qui plus est, on paie également, on paie donc les produits une fois qu'on a vendu, et puis, à côté de cela, on importe un certain nombre de produits. Et tous ces produits que nous importons, eh bien, ils vont participer à notre protection sociale, puisqu'ils paieront également de la TVA. Et puis ça a quelque chose de vertueux, c'est-à-dire que si l'État veut un peu plus d'impôts, un peu plus de TVA, eh bien, il faut qu'il encourage derrière la production. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, ce qui veut dire qu'il est contraint
de soutenir l'emploi et de soutenir l'ensemble de la création de richesse et soutenir le travail. Et puis ça a une autre vertu, à mon avis, qui s'adresse à nous. Cette vertu-là, c'est de voir et d'essayer de modifier nos attitudes, parfois consuméristes, hein, qui cherchent à vouloir consommer, 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 et peut-être qu'on va être plus économe et plus durable dans nos modes de consommation. Et ça, je crois que c'est quelque chose également, c'est un point essentiel. Il propose aussi des choses qui me semblent très importantes. La voie référendaire, le référendum. C'est important que les Français puissent s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Alors pourquoi ça a été guidé? Pourquoi il propose ça maintenant? Eh bien parce que tout simplement, il s'est rendu compte d'une chose, et on le sait quand même aussi depuis un certain nombre d'années, c'est que lorsque on interroge les syndicats sur un certain nombre de sujets, eh bien les syndicats donnent leur avis, mais pas forcément ceux des salariés ou ceux qu'ils sont censés représenter, parce que nous avons le pays en France qui a le taux le plus faible de représentativité syndicale en France. Alors il faudra modifier la représentativité syndicale, ça avait été dit, ça fait plus d'une dizaine d'années, il faudra le faire, mais en prônant la voie référendaire, il met un petit coup de pied aux fesses aux syndicats, en disant organisez-vous, pourquoi êtes-vous là, à quoi servez-vous? À quoi sert un syndicat? Est-ce qu'un syndicat, ça a vocation d'être l'antichambre d'un parti politique? Regardez aujourd'hui la CGT qui se prononce pour François Hollande et qui appelle à faire battre Sarkozy. C'est ça un syndicat? Est-ce que son rôle, c'est pas davantage ce qu'avait dit Edmond Maire en 1978 lorsqu'il s'était interrogé en disant un syndicat doit participer de la vie de l'entreprise, ça doit s'intéresser à la promotion de l'entreprise, à sa croissance en protégeant l'ensemble de ceux qui y travaillent. C'est ça la mission d'un syndicat. C'est pas d'être l'antichambre d'un parti politique. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy propose la voie référendaire. Puisque vous n'êtes pas capable d'être représentatif, puisque vous n'êtes pas capable de dire oui une seule fois, puisque vous n'êtes pas capable de faire une seule proposition, alors je vais demander au peuple français ce qu'il en pense sur des questions précises. Et je crois que c'est effectivement une bonne méthode et une bonne réponse, et c'est quelque chose de supplémentaire pour soutenir Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, Jean-Pierre vous a parlé également d'immigration. C'est important, l'ensemble de nos concitoyens a droit à se sentir en sécurité. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de Français qui ne se sentent pas, effectivement, en sécurité. C'est pour cela qu'il a dit que si jamais les accords de Schengen n'étaient pas respectés, eh bien la France proposerait de sortir des accords de Schengen. Schengen, c'est quoi? Eh bien, ce sont des frontières qui sont à l'extérieur de l'Europe. Et aujourd'hui, nous savons très bien que dans des pays comme la Grèce, par exemple, les frontières sont de véritables passoires. Parce que de toute façon, ce pays n'est pas capable non seulement de lever l'impôt, mais il n'est pas capable non plus d'asseoir la surveillance au niveau des frontières. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui va rentrer et qui va franchir ces frontières-là, alors, après, on ne lui demande plus rien au sein de l'Europe. Ça crée des drames. Parce que quand on pense aux clandestins, soi-disant réfugiés, que certaines personnes veulent défendre, que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'accueillir, auxquels nous ne pouvons proposer aucun avenir, eh bien, ces personnes-là, je trouve qu'il est dommage de vouloir à tout prix les défendre de la manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'une manière très partisane, parce que, sincèrement, ça n'amène que de la misère, ça n'amène que des difficultés, et ce n'est pas humainement acceptable. Il y a une autre façon de faire, c'est de s'intéresser à la progression des pays du Sud, c'est de s'intéresser à la répartition de la richesse entre le Nord et le Sud, et notamment pour l'Europe de faire respecter les accords de Schengen. Nicolas Sarkozy a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin que ça parte de nos tripes. Il a besoin que nous n'ayons pas peur de nos convictions.
Il a besoin que nous soyons sur le terrain. L'élection, elle ne se gagne pas ce soir, entre nous. L'élection, elle se gagne dès demain matin. Elle va peut-être se gagner ce soir quand vous allez rentrer et que vous allez être capable d'appeler quelqu'un de votre famille, que vous allez être capable d'appeler quelques-uns de vos amis et d'oser débattre avec eux et de leur dire « Voilà, moi, pourquoi je vais voter Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi je suis pour Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi je veux voter pour des idées. Voilà pourquoi je veux voter pour des valeurs. Parce que moi, je préfère le travail à l'assistance. Parce que moi, j'ai plus de compassion pour la victime que pour l'agresseur. Parce que moi, je crois à la fierté de la France plutôt qu'au déni de la République, comme le font certains. Je crois qu'il faut oser, avec ses tripes, y aller et ne pas avoir peur d'affronter les gens. Alors, je vous demande d'aller sur les marchés, je vous demande de parler autour de vous. Il faut tout faire parce qu'après, si nous ne le faisons pas, on va le regretter. Donc, il faut oser y aller, oser convaincre. Je compte sur chacun d'entre vous, ici, pour être des relais de Nicolas Sarkozy, parce que je crois que Nicolas Sarkozy, c'est un véritable chemin de vérité pour la France. C'est aussi beaucoup de courage, c'est de la solidité et c'est du sang-froid. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Moi, je veux me battre pour la cohésion de la nation et vraiment pour le renforcement du pacte républicain. Il faut que nous nous adressions à l'ensemble des Françaises et à l'ensemble des Français, y compris à ceux qui n'ont pas voté pour nous. C'est vers eux qu'il faut aller, c'est eux qu'il faut convaincre qu'ils ont aussi leur avenir entre leurs mains et c'est à eux qu'il faut redonner confiance. Je compte sur vous tous, moi je suis sur le terrain et je continuerai à l'être avec vous. Merci.